Elbaf, terre de guerriers valeureux et de géants surpuissants, ce pays mérite amplement son titre de nation la plus puissante du monde. Et s'il y a bien un arc dans One Piece où on va se régaler avec de la pure puissance, c'est bien Elbaf. Jusqu'à présent, on a déjà vu des démonstrations de force impressionnantes. Et cela ne fait que commencer, car on sait bien que Oda souhaite donner à ses combats une dimension presque divine. Donc aujourd'hui, on va plonger tous ensemble dans le cœur du royaume des géants, et je vais vous dévoiler les 13 personnages les plus puissants d'Elbaf. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à rejoindre l'équipage de la puissance en vous abonnant et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu pour la force. Jinbei. On commence par la baleine de l'équipage et pour le coup ce personnage est assez décevant dans cet arc. Carrément j'ai relu tout l'arc Elbaf pour voir ce qu'il avait fait et bon, à part éteindre un incendie, il a montré aucun feat au combat. Carrément je me demande si Franky il va pas bientôt prendre sa place en tant que combattant. Et ce qui me fait dire ça c'est entre guillemets son affrontement contre Gunko. Et ben il s'est fait facilement dominer par elle à tel point que même Nami lui a reproché de rien pouvoir faire. Bref, Jinbei se repose beaucoup trop sur ses lauriers et même s'il possède le haki de l'armement et le HDO, pour rester pertinent, il a besoin d'un power-up, ou sinon il va très bientôt perdre sa place de top tier de l'équipage. Dory et Brogy, personnages que l'on connaît depuis longtemps, c'est sur Elbaf que Oda les a vraiment fait briller. En effet, à partir du moment où ils étaient avec l'empereur Shanks, ils nous ont montré une nouvelle facette de leur puissance. Et en réalité, même si ça a surpris de nombreuses personnes, c'était devant nos yeux depuis le début. Par exemple, l'attaque combinée de Dory et Brogy était surpuissante à l'époque. Rappelez-vous que grâce à cela, ils ont été capables d'exterminer un poisson rouge géant très facilement. Et c'est d'ailleurs cette même attaque qu'ils ont utilisée pour foudroyer complètement l'équipage de Kid. Plus que cela, Dory et Brogy ont eu une augmentation exponentielle de leur prime, qui est passée de 100 millions de berries à 1,8 milliard de berries chacun. Et si aujourd'hui on a l'impression que les primes sont démesurées juste pour répondre au endgame du manga, en réalité pour ces deux géants c'est totalement compréhensible. En effet, il y a 100 ans, les primes n'avaient pas le même impact. On imagine qu'il y avait beaucoup moins de pirates sur les mers, et surtout, on peut deviner qu'avec l'inflation, 100 millions, c'était déjà quelque chose à l'époque. Et maintenant, il faut que j'aborde un dernier point au sujet de Dory et Brogy, et c'est tout simplement leur forme démoniaque qui a été créée par Imu. Sous cette forme, ils sont devenus immortels, mais surtout, ils ont décuplé leur puissance. Et avec ce que je vous ai déjà dit sur eux, ça fait très peur. Et en réalité, si je prenais en compte cette forme, ils seraient encore plus haut dans ce classement. Cependant, les prochains personnages sont tout aussi imposants. Et c'est pourquoi on continue avec Sanji. Sanji est avant tout un combattant d'exception. Dans l'arc Wano, il a atteint de nouveaux sommets. Résistance accrue, vitesse décuplée, nouvelle forme Ifrit Jambe extrêmement puissante, Sanji est devenu inarrêtable. Cependant, ce qui lui fait vraiment défaut dans cet arc, et on l'a très bien vu dans les récents chapitres, c'est qu'il ne possède pas le Haki des Rois. Et le Haki des Rois est un outil essentiel pour venir à bout des chevaliers divins. Car oui, s'il est bien utilisé, il permet de passer outre leur immortalité. Et d'ailleurs, c'est ça que j'aime bien récemment avec la puissance dans One Piece, c'est qu'elle est beaucoup moins linéaire qu'auparavant. C'est-à-dire que désormais, il faut maîtriser des compétences spécifiques pour battre un adversaire. Et ça va permettre à nos Mugiwara de se casser plus la tête pour vaincre quelqu'un. Ainsi, vous l'aurez compris, si Sanji veut devenir un vrai combattant, il aura besoin tôt ou tard du Haki des Rois. Et je sais ce que vous allez me dire, c'est un pouvoir inné, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas de l'avoir. Maintenant, vous me connaissez, si je dis ça, c'est pas pour rien. Et je suis convaincu que Oda est en train de jouer avec les fans de Sanji et que ce dernier débloquera tôt ou tard cette capacité. Premièrement, son pressing sur Gaban. Il arrêtait pas de lui demander « Est-ce que j'ai le Haki des Rois ? Est-ce que je l'ai ? Est-ce que je l'ai ? Est-ce que je l'ai ?» Et ça nous montre que tôt ou tard, il aura sa réponse. Plus que cela, Sanji est entouré de beaucoup de notions de la royauté. Il s'était nommé Mr. Prince à l'époque, c'est réellement un prince Vinsmoke, mais surtout, il y a beaucoup de parallèles avec lui, notamment avec Gaban, qui est l'aile gauche du roi des pirates et qui détient le Haki des Rois. Donc si on suit cette logique, Sanji le débloquera également. Maintenant, reste à savoir quand il le débloquera, et pour moi, il y a de grandes chances que ce soit sur la terre des géants. Gunko, détentrice du Haro Aronomi, le fruit du démon de la flèche, Gunko est un chevalier divin, autrement dit, un être immortel. Dotée de compétences au combat assez intéressantes, elle est capable d'infliger de gros dégâts avec son pouvoir. Et d'ailleurs, on l'a très bien vu puisqu'elle a été capable de faire très mal à Loki, bon, même s'il était enchaîné, en un temps record. Cependant, même si elle a l'air puissante, elle reste une tacticienne, c'est-à-dire qu'elle va utiliser le combat à son avantage, et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle ne cherchera pas le combat direct avec Gaban, car elle sait sûrement qu'elle n'avait aucune chance face à lui. Plus que cela, elle n'a pas non plus
plus gravement blesser l'équipage des Mugiwara, ce qui sous-entend que ces flèches ne sont pas non plus totalement mortelles. Et d'ailleurs, ce qui la sauve, c'est son immortalité, parce que si Usopp a pu lui faire des dégâts, on imagine bien que les Mugiwara tous ensemble avaient la capacité de la vaincre. Saint Somers. Détenteur du Iba Ibanomi, le fruit de l'épine, Somers est un chevalier divin très cruel. Malgré son attitude détendue et plutôt comique, il n'hésite pas à mettre en place les plans les plus tordus pour arriver à ses fins. En effet, ses épines fonctionnent de la manière suivante. Plus un adversaire éprouve un attachement fort avec la personne enveloppée dans les lianes, plus les épines lui seront douloureuses. Et un attachement suffisamment profond peut même entraîner la mort. Plus que cela, ces épines sont totalement invisibles, ce qui rend la compréhension de ce pouvoir encore plus compliquée. Cependant, malgré ce fruit du démon très intéressant, Somers n'est pas non plus un combattant d'exception. Et encore une fois, ce qui le protège, c'est son immortalité. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les chevaliers divins, à part quelques exceptions, ils sont pas très impressionnants en termes de puissance. Par exemple, pour ce qui est de Somers, sans cette histoire d'immortalité, Nico Robin aurait pu en venir à bout. Et même si Robin est une très bonne combattante, c'est pas non plus le top. On rappelle quand même qu'elle ne possède même pas le haki. Par contre, quand Somers a été face à un vrai top tier de ce monde, là, c'était une autre histoire. Puisqu'en effet, Gaban a réglé cela en l'espace de 10 secondes, en donnant à Somers un gigantesque coup de hache chargé de haki des rois. Et en parlant du loup, Scopper Gaban. Et oui les amis, Gaban fait partie des personnages les plus puissants de cet arc, et sans surprise. Et il a commencé fort en challengeant Luffy et Zoro en même temps. Ce qui a d'ailleurs fait flipper Zoro, parce qu'il s'attendait pas à ce qu'un papy comme lui ait une telle puissance. Donc comprenez-le bien, Gaban est encore mortel. Si Zoro n'avait pas été là, il aurait pu trancher Luffy. Mais là où Gaban a vraiment brillé, c'est face au Chevalier Divin et au Cauchemar. Malheureusement, vous l'aurez compris, ce qui fait défaut principalement à ce personnage, c'est son âge. Tout comme Rayleigh, il a fait son temps. Par conséquent, ses réflexes, son acquis, ainsi que son endurance s'est retrouvé grandement impacté. Maintenant, croyez-moi, si Gaban était encore à son prime, à l'époque où il se battait aux côtés du roi des pirates, il serait bien plus haut dans ce classement. Donc donnez du respect à cet homme qui se battait autrefois à armes égales avec Oden Kozuki. Et pour finir, ce qui est assez intéressant, c'est que Gaban, il a perdu dans cet arc, mais pas parce qu'il n'était pas assez puissant, mais tout simplement parce qu'on a touché à l'une de ses pires faiblesses, son enfant. Gunko, comme je vous le disais, si elle a battu Gaban, c'est parce qu'elle est avant tout une grande tacticienne, et que surtout, elle n'a aucun remords à tuer un enfant. Sainte Killingam. Détenteur du Zoan mythique du Killin, ce chevalier divin est l'un des plus impressionnants. En effet, ses pouvoirs lui permettent de faire sombrer n'importe qui dans un sommeil profond, et par la suite, il est capable de matérialiser leur plus grand cauchemar. Et si sur le papier ce n'est pas non plus très impressionnant, il suffit de voir ce qu'il a été capable de faire sur Elbaf pour comprendre que ses pouvoirs sont surpuissants. Plus que cela, Killingam semble être un excellent combattant. Déjà, il s'est pas fait humilier une seule fois dans cet arc pour l'instant, et surtout, il a été en mesure d'éveiller son fruit du démon, comme en atteste la fumée blanche qui l'entoure. Et comme vous le savez, éveiller son fruit du démon, ça demande des capacités au combat extrêmement pointues. Bref, vous l'aurez compris, pour moi, il est bien plus fort que Somers et Gunko, tout simplement parce que le potentiel de son fruit est incroyable. Et en réalité, ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ces MMA, donc ces fameux cauchemars, sont issus de l'imagination des enfants. Et apparemment, si ces derniers avaient vu de vrais monstres, alors les MMA de Killingam seraient encore plus puissants. Maintenant, à voir qui l'affrontera. Mais je pense que ce serait un excellent adversaire pour le personnage suivant. Zoro. Notre cher second semble être assez décontracté durant cet arc. Le mec a tapé son meilleur outfit et il est donc l'heure de lui donner un adversaire digne de sa hauteur. Et j'ai envie de vous dire qu'avec ce qu'il attend, il va pas être déçu. Maintenant, pourquoi Zoro se trouve ici? Tout simplement parce qu'il possède déjà le haki de l'armement, le haki de l'observation, mais surtout le haki des rois revêtis. Et ce qui est encore plus fou, c'est que Zoro n'en avait aucune idée. Zoro ne savait pas qu'il possédait les qualités d'un roi. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie? Ça veut dire que ce débile a affronté King sans même être au courant qu'il possédait un tel pouvoir. Et carrément, Gaban lui a fait un sermon dessus. Il lui a dit, mais tu te fous de ma gueule toi, tu es le second d'un empereur et tu n'avais aucune idée que tu possédais ces capacités. Bref, c'est d'ailleurs par la suite que Gaban a fait comprendre à Luffy et Zoro qu'en utilisant de la bonne manière le haki de roi, il pouvait venir à bout d'un chevalier divin. Et c'est d'ailleurs pour cela que je place Zoro devant ces derniers, tout simplement parce que je suis convaincu qu'à la fin de l'arc, Luffy et Zoro seront capables d'utiliser le haki des rois à un niveau leur permettant de se débarrasser de ces êtres immortels. Loki. On arrive à présent sur un personnage extrêmement puissant, et je pèse mes mots. À l'instant T, Loki ne nous a pas encore montré ce qu'il vaut réellement au combat. Cependant, plusieurs événements nous laissent imaginer que son niveau se rapproche de celui d'un empereur des mers. Premièrement, il y a son altercation avec Shanks, qui a été le seul à pouvoir capturer Loki. C'est-à-dire que tout Elbaf s'était mis contre lui et n'a même pas pu le contenir. Maintenant, Shanks n'est pas n'importe qui non plus, puisque même parmi les empereurs, il est extrêmement respecté. Et comment il a atteint ce rang? En capturant Loki. Cela vous dit tout sur ce personnage. Si Shanks est devenu empereur à la suite de son
son affrontement avec Loki, alors cela signifie que Loki est plus ou moins au niveau d'un empereur. Et maintenant, en parlant de ses capacités physiques, il possède un marteau qui peut littéralement produire de la foudre. On ne sait pas si c'est lié à son fruit du démon, mais il y a de grandes chances que ce soit juste une arme antique qui lui permette de faire ça. Ainsi, cela signifie que Loki ne nous a encore rien montré de son fruit du démon. Et on rappelle quand même que son fruit du démon, il est considéré comme légendaire, puisqu'il lui permettrait, en théorie, de détruire complètement ce monde. Donc imaginez la puissance de ce géant antique. Et pour finir, sachez-le, il maîtrise le Haki des rois revêtis, le Haki de l'observation avancée et sûrement le Haki de l'armement avancé. Donc là, on est clairement sur un personnage qui fait jeu égal avec le personnage suivant, Monkey D. Luffy. Personnage qu'on ne présente plus, Luffy est vraiment la star de cet arc. Cependant, il reste encore 2 personnages à présenter. Parce que oui, ceux que je vais vous présenter juste après dépassent l'entendement. Quoi qu'il en soit, ça fait pas de mal de rappeler le palmarès de Luffy, qui aujourd'hui a toutes les cartes pour être un empereur imposant. Il possède les 3 formes du Haki à un haut niveau, il est parvenu à éveiller son fruit du démon mythique du dieu soleil Nika, qui lui confère une liberté absolue au combat. Bref, plus que jamais, Luffy honore son statut d'empereur, et ce qui est certain, c'est que les adversaires qu'il va rencontrer n'ont plus rien d'humain. Et on comprend maintenant que pour continuer à progresser, Luffy va devoir affronter des personnages comparables à des dieux. Sainte Shamrock. Voici l'un des personnages les plus impressionnants de cet arc. Et en réalité, Oda a fait un très bon choix en l'écartant d'Elbaf. En effet, je vous garantis que s'il était resté sur cette ère, alors ça aurait été la fin de l'aventure des Mugiwara. Maintenant, Shamrock ne nous a pas montré non plus toutes ses capacités, mais le peu qu'il nous a montré m'a convaincu. Ce type est aussi fort que Shanks, son frère jumeau. En effet, on imagine bien que dans la plastique même d'un jumeau, si Shamrock est un combattant, alors il est tout aussi puissant que son frère. D'autant plus que cet homme possède le rang de commandant suprême des chevaliers divins. Et on imagine que ce titre est conféré aux chevaliers divins les plus puissants et efficaces. Ainsi, si on fait le tour des capacités de Shamrock, il est évident qu'il possède les 3 formes du Haki à un haut niveau, et surtout, vu que c'est un chevalier divin, il est également immortel. Maintenant, ce qui le rend encore plus impressionnant, c'est son épée, qui a mangé le Zoan mythique de Cerbère. Et d'ailleurs, je m'applaudis parce que j'avais prédit à l'époque que ce fruit allait apparaître dans le manga. Maintenant, est-ce que je m'attendais à ce qu'il soit bouffé par une épée? Pas du tout. Mais pour le coup, le rendu est incroyable. Grâce à ses épées, il a été capable de faire un boulot monumental à Loki, puisqu'elles ont amené ce dernier aux portes de la mort. Et carrément, Shamrock était tellement arrogant qu'il s'est même pas sali les mains et qu'il a laissé ses lames faire le taf. Et rien que ça vous prouve la confiance de ce monstre en ses capacités. Et maintenant, comme je l'ai dit plus tôt, si Shamrock est devant Luffy à l'heure actuelle, c'est que pour moi, Shanks est encore au-dessus du chapeau de paille. Mais qui sait, peut-être qu'à la fin de cet arc, cela va changer, car oui, Luffy va affronter un autre type d'ennemi, et c'est tout simplement Imuko. Contraction entre Imu et Gunko, Imuko n'est pas la vraie forme de Imu, et ça rend ce personnage encore plus impressionnant. Car oui, croyez-moi, face à nous, nous n'avons pas encore la vraie étendue de la puissance de cet antagoniste. Et d'ailleurs, je trouve ça bien que Oda ne nous l'ait pas fait introduire avec son vrai corps, parce que sinon, ça aurait été beaucoup trop compliqué à justifier si Luffy parvenait à rivaliser avec ce personnage. Non, pour l'instant, Imu, ça doit être un antagoniste intouchable, quelque chose qui nous dépasse tous. Après, à l'heure où je vous parle, ces personnages ne se sont pas encore affrontés. Mais Imuko nous a déjà montré en l'espace d'un chapitre qu'elle était d'un tout autre niveau. Rendez-vous compte quand même que son Haki des rois était tellement terrifiant qu'il a transpercé les différents mondes d'Elbaf. Carrément, tout le monde l'a ressenti. Plus que cela, ce qui fait d'Imuko un personnage terrifiant, c'est son fruit du démon, qui lui permet d'accorder l'immortalité à n'importe qui en échange de son espérance de vie, de générer des objets un peu à la manière du Gear 5, parce que oui, ce pistolet, on sait pas comment elle l'a sorti, mais c'est plutôt impressionnant, et enfin, elle peut transformer n'importe qui en démon, ce qui permet à Imuko de les dominer en les ramenant à sa cause. Et là, en quelques phrases, je vous ai donné le pouvoir le plus cheaté du manga, et on va enfin avoir droit à un vrai défi pour l'imagination de Luffy. Car oui, maintenant je comprends totalement pourquoi Oda a inventé le Gear 5, parce que face à un pouvoir qui permet la création, la manipulation, la domination, seule l'imagination peut défaire ce démon.